On a aussi retrouvé Laurent Ozon qui est avec nous ce matin. Bonjour Laurent. Salut Alexis. Eh ben, merci d'être avec nous. Oui. Alors, comme je le disais, on va avoir cette semaine beaucoup d'experts, ou du moins de commentateurs avisés du monde géopolitique tel qu'il est, qui vont rejoindre le monde moderne pour nous parler de cette situation au Moyen-Orient. De manière très sérieuse, tu as suivi cette affaire du Charles de Gaulle qui faisait demi-tour, enfin qui partait de la Baltique en Méditerranée, puis finalement non. Qu'est-ce que ça dit de l'impréparation et est-ce que c'est inquiétant ou est-ce qu'il faut pas en rire, hein, évidemment, mais bon, on peut pas s'empêcher ici. Qu'est-ce que ça dit de l'état de nos armées? Je ne sais pas trop, je ne sais pas dans quelle mesure le Charles de Gaulle est un moyen d'intervention efficace de la France dans ce conflit, puisque je crois que la question maintenant c'est ça, c'est est-ce que les États-Unis et Israël vont forcer en fait les Européens, c'est-à-dire globalement la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne à participer à ce conflit. Alors, Mmh. on a commencé à avoir des communiqués alambiqués. Alors pour le Charles de Gaulle, je ne sais pas si la présence du Charles de Gaulle apporterait quoi que ce soit à cette capacité d'intervention. Mais ce qu'on voit, ce qu'on sait en tout cas, c'est que on a vu commencer à voir poindre je dirais, des communiqués totalement alambiqués, expliquant qu'il fallait s'attaquer aux capacités défensives et dans une logique purement défensive, à s'attaquer aux capacités militaires de l'Iran. Donc en clair, quand tu attaques les capacités de défense d'un pays, tu appelles ça maintenant une action défensive. Donc, il faut imaginer l'inverse, en fait, si on veut se rendre compte de ce que ça veut dire. Il faut imaginer, en fait, qu'un pays nous bombarde pour détruire nos capacités de défense et appelle ça une action défensive. Un pays, évidemment, contre lequel nous n'avons rien, ni mandat de l'ONU, ni rien du tout, mais nous intervenons dans ce pays-là et nous interviendrions dans ce pays-là pour neutraliser ses capacités de défense afin de permettre à l'armée israélienne et à l'armée américaine de continuer à détruire son potentiel de défense. Ouais. Donc de détruire son État avec tout ce qu'on peut dire. D'appeler un soulèvement aussi, alors qu'on bombarde les populations, on minimise évidemment les pertes civiles, hein. Le Croissant Rouge parle de déjà 555 morts, dont cette école, et on demande aux populations d'acclamer les bombes libératrices et ensuite de renverser le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une méconnaissance grave de l'Iran de la part de Donald Trump, sachant que, y compris dans les services de renseignement américains, personne n'est dupe et tout le monde sait que c'est pas par des bombes qu'on fait un changement de régime. Je crois qu'on ne peut pas reprocher au Pentagone ni à pas mal d'observateurs militaires maintenant sont en train d'analyser cette situation et personne ne comprend ce qu'il a voulu faire en fait. C'est-à-dire que tu commences quand tu veux détruire un pays ou quand tu veux le plier à ta volonté, tu ne commences pas par provoquer les conditions de la réunion de sa population dans le stress. Voilà. C'est-à-dire que c'est le truc de base. C'est-à-dire que si tu détruis un pays complètement, c'est-à-dire comme ils l'ont fait en Irak, avec des troupes au sol, de l'armée, où tu détruis non seulement son potentiel énergétique, son potentiel militaire, son potentiel étatique, ses institutions, etc. Ok, donc là tu fais table rase, tu dis ok, après ça vous vous démerdez et ça sera la démocratie. Bon, oui, c'est ça. Mais ça c'est ce qui a été fait en Irak. À l'époque, d'ailleurs, Chirac, qui était contre, avait anticipé tout à fait ce qui allait se passer là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, Chirac se ferait traiter de collaborationniste pro-iranien, probablement, vu l'évolution des mentalités. Mais ce qui est évident, c'est que il semble qu'il n'ait pas réfléchi en fait aux conséquences Ils se sont peut-être dit, je ne sais pas, ils se sont peut-être dit, on va tuer un homme qui est le guide spirituel de son pays, qui a 86 ans. Appelons-le comme on veut, critiquons-le comme on veut, peu importe. En tout cas, il a 86 ans, ce qui veut dire qu'il n'était plus pleinement opérationnel pour diriger ce pays. Très probablement, c'était plus une autorité, je dirais, spirituelle qu'un commandement effectif, en fait, de Khamenei. Et donc, ils se sont dit, parce qu'on va tuer Khamenei avec sa famille, on va, et qu'on va accessoirement aussi bombarder une école, on va obtenir le renversement de l'État iranien. Voilà. Donc là, en fait, justement, personne ne comprend ce qu'ils veulent faire, en fait.
D'ailleurs, c'est ce que je disais avant que tu nous rejoignes, c'est que Donald Trump parlait de combats qui vont s'intensifier jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, sans qu'il ne parle en réalité de la réalité de ces objectifs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les objectifs de cette opération, puisque le changement de régime paraît quand même, peu réalisable. Si on revient sur, Khamenei, il était au pouvoir depuis 1989. C'était pas forcément quelqu'un qui était pour la bombe nucléaire, même s'il suivait quand même globalement, les gardiens de la révolution. Objection, votre honneur, c'est pas qu'il Ouais, était pas forcément pour, c'est qu'il était contre. Il y a une c'est ça. fatwa de Khamenei qui date de 2003, qui, 2003, hein, ouais. voilà, et qui a été confirmée par les services la communauté du renseignement américain, par Tulsi Gabbard au mois de juin de l'année 2025. Donc Tulsi Gabbard, devant le Congrès, a confirmé les Oui, rapports de la communauté du renseignement américain sur le fait que l'Iran ne développait pas d'armes atomiques. c'est ça. Et cette ligne-là, c'était celle qu'avait insufflé Khamenei, qui lui avait fait faire une fatwa, c'est-à-dire considérer qu'il était euh, contre les principes spirituels du schisme duodécimain, de l'islam chiite, de se doter de l'arme nucléaire. Ouais, Donc la question c'est, est-ce que cette intervention et le fait d'avoir tué, assassiné Khamenei, 86 ans, est-ce que cette intervention va persuader les Iraniens qu'il faut continuer à ne pas développer l'arme nucléaire? C'est surtout ça la question. Parce que il y en a beaucoup qui regardent en ce moment en direction du petit Kim Jong-il en Corée du Nord actuellement et qui ouais, se disent, malgré tout ce qu'il fait, malgré le fait que ce type soit complètement dingue, personne n'ose s'attaquer à la Corée du Nord. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont développé l'arme nucléaire. Et donc, c'est ils la ont meilleure des protections. sanctuarisé Ouais, leur territoire en le faisant. ouais. Et donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'Iraniens qui vont finir par en arriver à la conclusion, en remettant peut-être en question finalement le point de vue de Khamenei, qu'il serait peut-être utile finalement, au bout de la quatrième guerre américano-israélienne, la quatrième attaque américano-israélienne contre le territoire iranien, il serait peut-être finalement utile de se doter d'un moyen de défense comme celui-ci, puisqu'a priori, c'est la seule possibilité pour empêcher dorénavant Israël de mobiliser un pays ou un autre pour s'attaquer à l'Iran. Peut-être qu'ils en Ouais. arriveront à cette conclusion-là. Quoi qu'il en Mais soit, si on met bout à bout, si tu veux, la question de l'arme atomique, la question des objectifs de guerre, donc on a du mal à identifier exactement ce qu'ils sont, parce que une fois que tu as décapité, une fois que tu as tué le guide suprême, qu'il a été c'est ça. remplacé d'ailleurs quasiment le lendemain ou sur le lendemain, et que tu prends l'Iran pour le Venezuela, il y a un moment où tu te dis, mais quelle est la logique de cette action? Alors, il y a deux options, il y a deux hypothèses possibles. Enfin, il y en a trois, en fait. Ouais, La première hypothèse, c'est ils sont complètement abrutis, ils étaient sous pression, leur porte-avions avec l'histoire des problèmes de toilettes là, qu'ils avaient, là, cette sorte de sabotage sur les toilettes, etc., tout ça était en train de virer à la farce, et donc ils se sont décidés finalement à intervenir. Bon. ouais, Peut-être ou poussés, ou peut-être désinformés par je ne sais quel travail de service de renseignement étranger, peut-être, mais en tout cas, ça les a décidés à intervenir. L'Iran fait visiblement exactement ce qu'elle a fait pendant la guerre des 12 jours, c'est-à-dire la précédente attaque contre les Iraniens. Ils ont a priori visiblement la même stratégie et on ne voit pas comment, sans troupes au sol, Israël et les Américains pourront faire tomber cet État. ça On ne paraît voit pas. compliqué, ouais. Et ce n'est pas les manifestations des, entre guillemets, femmes iraniennes, des 400 personnes là, qui ont manifesté à Paris derrière Meir Habib, qui vont les faire changer d'avis. Bon. Mmh. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième option possible, c'est peu importe ce qu'on y gagne, c'est toujours en fait de la neutralisation des efforts et un affaiblissement globalement de l'Iran, et donc c'est bon pour Israël. Donc globalement, on se donne du temps. C'est pas grave si on doit y revenir une cinquième, une sixième, une septième, une huitième fois à chaque fois. On trouvera toujours un président américain pour obéir et marcher, se mettre au garde à vous C'est ça. et attaquer. Globalement, ça entretient l'idée que la seule puissance dans la région qui soit capable, je dirais, de s'opposer militairement en fait à Israël sera abaissée temporairement pendant quelques mois, quelques années, etc. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est que c'est le début d'un processus. Voilà. Et que ce processus n'est pas simplement une guerre contre l'Iran, mais le début d'une guerre extensive
qui va Ouais. agglomérer étape après étape les pétromonarchies, puis les États européens, puis d'autres, dans une guerre qui vise en fait à impliquer la Chine et peut-être la Russie. Mmh. Et là, Justement, on ne sait pas où la ils vont. Alors la Chine justement là je montre un graphique sur les exports, de pétrole iranien, et on voit que depuis les différentes sanctions, la Chine est quasiment le seul pays, hein, à récupérer et à faire en sorte que ces exports iraniens continuent. Est-ce que c'est, comme pour le Venezuela, la vraie cible finalement, ce serait, préparer, cet affrontement avec la Chine, affaiblir sur le temps long la Chine qui vient de publier son plan quinquennal et faire en sorte que ce pays va manquer d'énergie pour rater la marche de l'IA, et cetera, et cetera. Donc on est sur effectivement un plan beaucoup plus large, beaucoup plus long que simplement libérer et amener la démocratie avec les bombes comme d'habitude. Oui, mais alors ça serait vrai si en fait le développement de la Chine dépendait de l'Iran. Mmh. Bon, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout ce qui affaiblit l'Iran en matière d'approvisionnement, par exemple en énergie, en pétrole, etc., de la Chine, passe automatiquement et mécaniquement presque du côté russe. Or, on sait qu'il y a trois grandes puissances productrices de pétrole qui ne dépendent pas du détroit d'Ormuz, qui ne dépendent pas du commerce ou de la circulation maritime du pétrole. C'est le Canada, les États-Unis et la Russie, pour qui l'essentiel du transit se fait par voie ferroviaire ou pipeline. Ouais, Ce c'est qui veut ça. dire que aujourd'hui, compte tenu des moyens et des interconnexions entre la Chine et la Russie, ce que la Chine perdra côté iranien, elle le récupérera côté russe instantanément, avec un deuxième effet qui se coule, si je puis dire, c'est que l'augmentation rapide des prix du brut, qui a déjà commencé, hein, puisque c'est déjà parti en flèche, Ouais. et ça risque de monter encore plus si effectivement le détroit d'Ormuz reste bloqué. Là, c'est déjà monté rien que du fait de l'augmentation des primes sur les bateaux. Déjà, rien que ça. Ça a fait Ouais. prendre, je crois, 13% au prix du brut. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'augmentation rapide du prix du brut et l'instabilisation du détroit d'Ormuz et du trafic maritime de pétrole nuit essentiellement aux adversaires, pas simplement à la Chine potentiellement, mais surtout aux alliés des Américains, Mmh. c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne et l'Inde. Ça affecte potentiellement la Chine, mais la Chine a des grosses réserves, elle a des réserves équivalentes à peu près à 3 mois, et en plus peut en quelque sorte s'approvisionner auprès de la Russie de façon relativement stable et relativement sûre. Oui. Simultanément, l'augmentation du prix du brut sera d'une très très bonne affaire pour la Russie. Oui, on a vu déjà, Rosneft, Lukoil, l'action Voilà. a pris déjà plus de 1 5 ce matin, donc Voilà. c'est Voilà. que du bon pour la Russie, hein. Ah bah, de toute façon, voilà. Donc, il y a, là, on a encore affaire, j'ai l'impression qu'on a encore affaire aux éternelles stratégies débiles des néoconservateurs, dont j'ai déjà parlé, Ouais. c'est-à-dire de gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui provoquent, en fait, qui, en essayant, en fait, de taper sur l'Iran pour les intérêts israéliens, sont en fait en position de, je dirais, de réconforter la Russie, de resserrer le lien entre la Russie et la Chine, et ce qui est le contre-objectif de la politique américaine depuis plusieurs mois. Tous les Ouais. efforts de la diplomatie américaine depuis quasiment le début de l'arrivée de Trump, de son deuxième mandat, visent en fait à desserrer le rapprochement tectonique entre la Chine et la Russie. C'est l'essentiel de son effort diplomatique, c'est ça. C'est d'essayer de desserrer le rapprochement entre la Russie et la Chine. Or, qu'est-ce qui se passe si vous vous en prenez à l'Iran? Eh bien, vous renforcez de facto, instantanément, la dépendance de la Chine à l'égard du pétrole russe. Vous augmentez le coût du brut d'une façon générale, et donc vous donnez plus d'argent à la Russie. Et en plus, vous mettez en difficulté vos propres alliés, à savoir l'Union européenne, mais nous on a l'habitude, parce qu'on Oui, a, ça. voilà, c'est ça, on est spécialiste là-dedans. C'est le bal des cocus permanent, mais aussi, mais ouais, mais c'est dingue, mais aussi Ouais. le Japon et la Corée du Sud et l'Inde, qui elle aussi, l'Inde a la possibilité de se tourner vers la Russie pour compenser. Alors justement, que penser de la visite de Narendra Modi, en Israël, la veille, hein, de la frappe sur l'Iran? Modi qui ensuite a appelé à la désescalade assez rapidement. On voit bien que là, il y a quand même, un des stratégies de rapprochement, qui se font jour et qui sont compliquées. Bon, alors c'est un hasard du calendrier, je pense, parce que je pense que la Ouais. visite était prévue depuis longtemps. Oui, Modi ne oui. savait pas trop ce qui allait se passer.
Et son communiqué immédiat montre qu'il n'avait pas envie de se retrouver associé ou associé de quelque façon que ce C'est soit ça. l'Inde à l'initiative israélo-américaine. Ça me Ouais. paraît évident. Le communiqué qui vient juste après sa visite d'État, voilà. On comprend je dirais, la sympathie qu'a l'Inde pour Israël, dans la mesure où Israël, la diplomatie extérieure israélienne, c'est une diplomatie, on va dire, néocon, c'est-à-dire qui s'est désigné l'islam au sens large comme ennemi. Et quand on connaît la ligne politique de Modi, la façon dont s'est créée l'Inde, la scission du Pakistan, les tensions avec le Pakistan, etc., on sait que la question islam, entre guillemets, est une question importante en Inde. Donc, Mais d'ailleurs, il y a quelque chose, excuse-moi de te couper, hum, mais par rapport à cet ennemi, l'islamisme et cetera, le discours de Trump, il parle de l'Iran qui est entré en guerre contre la civilisation. Et est-ce qu'il y a pas justement là une volonté de la part des néoconservateurs de lancer, la petite graine de la troisième guerre mondiale en disant: «Il y a l'axe du mal, les régimes autoritaires islamistes, Chine, Russie, Iran, comme d'habitude et puis la civilisation de l'autre côté». Est-ce ouais. que là, il y a pas un danger justement de voir cette petite rhétorique prendre, du eux contre nous avec 2 blocs, qui ont les moyens de se faire une guerre mondiale? Alors non, parce que d'abord pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça n'est plus l'intérêt profond de la diplomatie américaine que de jouer la stratégie des néocons. Mmh. Fondamentalement, c'est intéressant pour les Américains de continuer à l'alimenter en Europe, par exemple, parce que c'est le moyen, par exemple, d'obtenir des renversements de régime pour obtenir on va dire des régimes de droite dure, pro-OTAN, pro-américains, etc., etc., anti-immigration, etc. Donc ça peut être une stratégie utile, on va dire, sur le territoire européen, mais Ouais. au Proche et au Moyen-Orient, pas du tout. Encore une fois, l'objectif stratégique central des États-Unis depuis le début de leur prise, le retour de Trump à la Maison-Blanche, c'est qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner contre la Chine, que ce serait très compliqué contre la Chine d'ici à 2030, petit Ouais. 1, que le rapprochement entre la Chine et la Russie, qui est le résultat de la politique des néoconservateurs contre la Russie, avait produit un bloc, en quelque sorte, qui est un bloc qui est totalement ingérable, inassimilable en termes de puissance, d'influence, d'innovation, de capacité militaire, de population, etc., dont il ne pourrait pas venir à bout. Et que donc la seule possibilité pour les États-Unis de continuer, je dirais, à peser et de rester en position de force, c'est de desserrer l'étreinte, le rapprochement entre les États-Unis, entre la Chine et la Russie. Ouais. Le troisième homme, si je puis dire, du bloc du continent eurasiatique, c'est l'Iran. Mmh. Pourquoi? Parce que l'Iran est un fournisseur potentiel. Mais l'Iran avait une projection vers la Méditerranée, c'était un peu son axe romantique, on appelait ça l'axe de la résistance, mais c'était son axe romantique, c'est-à-dire son axe pro-palestinien, etc., etc. Or, les actions israéliennes, les actions occidentales, parce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Occident c'est Israël, enfin, on peut dire le chef de l'Occident aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder qui décide aujourd'hui Oui, qui fondamentalement. décide, ouais, Le chef de de l'Occident l'agenda, c'est ouais. Benjamin Netanyahou. Hein. Mmh. Donc la stratégie menée contre le Hezbollah ou contre la Syrie a porté ses fruits. Et donc l'Iran a été obligé de lâcher aussi bien le Liban que la Russie, c'est-à-dire ses projections d'influence sur le Liban et sur la Syrie, et c'est recontinentalisé. Ça, c'est l'effort, c'est le résultat de l'effort, en quelque sorte, de désarrimage américain et israélien dans la région. Maintenant, penser que les Américains vont pouvoir faire tomber un État de 93 millions d'habitants de ce niveau de développement, parce que là encore, si on regarde les médias de droite et d'extrême droite, on a l'impression qu'on a affaire à un gourbi, à éleveur de chameaux. Non mais c'est vrai, non mais il faut voir le niveau. Hein. Bah, faut On voir a les l'impression responsables politiques aussi, hein. Ouais, 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 ah non, faut mais en on a parler. l'impression qu'il parle d'un gourbi d'éleveur de chameaux avec quelques excités fanatiques qui veulent voiler toutes les femmes. Quand tu comprends ça, tu te dis, ok, donc tu comprends Justement, en fait. on entend alors, un des trucs qu'on entend tout le temps, quand on défend, en fait, le droit de l'Iran de se défendre et puis de justement qu'on rentre pas dans les clichés, c'est: «Mais ils ont tué 30 000 manifestants, comment tu peux défendre Khamenei? Il a du sang sur les mains, c'est un régime, criminel, c'est indéfendable». Ça, c'est le truc qu'on Ouais, entend tout le temps. Est-ce que oui, c'est oui. défendable, les mollahs, ou pas? Non, non, attends. D'abord, ce qui est premier constat, on sait qu'il y a une révolte civile, on sait qu'il y a eu des manifestations contre la vie chère, contre l'inflation, et il y en a eu dans tous les pays du monde qui se sont trouvés dans des situations Bien sûr, économiques analogues. bien Bon. sûr. On sait que les Américains sont directement et les Israéliens sont directement responsables de ça, puisqu'ils l'ont admis publiquement, ils ont admis avoir
créer en fait une situation économique désastreuse en Iran pour pouvoir produire des effets de foule. On sait aussi qu'il y a une répression du régime contre ces manifestations, mais on sait aussi qu'un certain nombre de ces manifestations étaient des manifestations téléguidées d'extérieur avec des gens qui étaient armés, et dans n'importe quel État du monde, on aime ou pas cet État, si vous avez des mecs qui se pointent avec des kalachnikovs et qui manifestent avec des moyens armés, ça déclenche irrémédiablement des bains de sang. Ça, c'est très probable. Les évaluations sérieuses disent qu'il y a eu plusieurs centaines de morts en Iran. Personne, ce chiffre de 30 000 est apparu par miracle. On ne sait pas pourquoi, ni de où, ni à partir de quelle base il a été créé. Mais là, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est quand même, c'est un point, je crois, qu'il faut avoir à l'esprit tout le temps. C'est que quand on laisse passer, en fait, une entreprise de désinformation, c'est-à-dire quand on laisse passer les 30 000, ça s'incruste durablement et systématiquement, ça resserre. Ça veut dire que tu commences par dire, OK, mais enfin, jusqu'à maintenant, c'était 5 000. Pourquoi c'est devenu 10 000 Une semaine après, c'est 30 000, alors tout s'est arrêté. Pourquoi c'est passé de 10 000 à 30 000 alors que tout a été arrêté? Bah, en fait, tu t'aperçois que ça ne tient pas la route. Et donc, tu t'aperçois que si tu laisses, en fait, tu les laisses vendre les 30 000, que tu leur as laissé vendre les 10 000 avant, que tu leur as laissé vendre les 5 000 avant, et que tous ces chiffres, en fait, sont produits par une mécanique de propagande infernale qui est reprise partout avec tous les mêmes supports, toujours les mêmes réseaux, les mêmes médias, etc. Si tu laisses passer ça, à la fin, 6 mois plus tard, tu peux bombarder un pays, détruire ses écoles et exterminer des gamins dans une école en Iran en disant « Oui, mais regardez, ils ont fait 30 000 morts. » Ok. Mais en fait, la première étape qui a justifié… Je me rappelle, moi, ce qui m'avait choqué, c'est que beaucoup de ces détracteurs de l'Iran disaient « Mais tu vois, en quelques jours, ils ont fait plus de morts qu'Israël n'a fait à Gaza alors qu'ils se défendaient. » Donc, il y avait aussi ce parallèle. 30 000, c'est peut-être aussi pour dire « Oui, ben, les 70 000 à Gaza, vous voyez, c'est pas grand-chose. » Parce que la mécanique, on voit, qui est sous-jacente de ça, c'est que quand tu fais monter en fait un chiffre, tu en neutralises ou tu en amoindris un autre. Et donc, on est là dans une mécanique absolument dégueulasse, ignoble, mais c'est les mécanismes de la propagande d'État, mais le problème, c'est qu'on la connaît par cœur. Là où je voulais en venir, c'est que dans le système politique français, il y a deux catégories d'acteurs. Il y a les acteurs dynamiques, c'est-à-dire ceux qui produisent les bobards, ceux qui défendent la politique, ces politiques-là. Et il y a ceux qui font mine de ne pas les défendre, ou qui font mine en tout cas de ne pas les soutenir, mais de se mettre en retrait, et je dirais, de compter les points, les fameuses oppositions parlementaires, que ce soit à gauche ou à droite, qui, elles, n'alimentent pas directement le discours du « on va aller faire la guerre », etc., mais alimentent tout le discours qui permet, et véhiculent tout le discours qui permet de le justifier par avance. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous commencez à admettre, quand vous commencez à manger, si je puis dire, les 30 000 morts en Iran dans la répression du pouvoir contre la population, quand vous commencez à manger ça, quand vous commencez à le véhiculer, vous êtes d'ores et déjà dans l'acceptation du narratif qui va permettre demain une politique que vous faites mine de ne pas endosser ou que vous faites mine de critiquer. Et ça, c'est valable aussi bien pour LFI que pour le RN. Ce sont deux forces politiques, alors plus pour le RN que pour LFI, pour être très franc avec toi, mais voilà deux types de forces politiques qui, à certains moments, reprennent le narratif de base, c'est-à-dire acceptent en fait de concéder pour, je dirais, se repositionner dans la morale et les débats publics français, cèdent en fait sur des bobards de la propagande pure et simple, parce que globalement, ça les arrange à un instant T, ça permet de faire descendre la pression, etc., ou tout simplement parce qu'il endosse, et qui font après mine de dire « Ah ben, nous, on n'a pas décidé ça », typiquement, par exemple, le RN avec la guerre en Ukraine, qui tient un discours qui est exactement le même qu'Emmanuel Macron sur la politique en Ukraine, exactement le même, à l'égard de la Russie, etc., pour dire après « Oui, mais nous, on est contre la guerre, on ne veut pas que ça dégénère, et on pense qu'il faut revenir à la table de négociation ». Mais ça fait 1 an, voire 2 ans, que tu es en train d'expliquer à tout le monde que l'Ukraine, que la guerre en Ukraine se fait pour les causes, avec le narratif qui est celui d'Emmanuel Macron sur cette guerre, qui est celui de Keir Starmer sur cette guerre, qui est celui de tous les acteurs occidentaux
est majoritaire, enfin majoritaire, en tout cas qui tiennent les États dans cette guerre dans tous les pays d'Europe. Donc, on commence encore une fois par valider le narratif, et on se retrouve au prétexte d'être confort avec les médias, voilà, et on se retrouve après avec une guerre bulldozer, dans lequel on est finalement pieds et poings liés, puisqu'on a validé le préalable. Et le préalable, bah, c'était les 30 000. Justement, alors au-delà des 30 000, Ouais. qu'est-ce que ça dit pour l'Ukraine, en fait, cette intervention, cette opération, hein, Epic Fury, en Iran? D'abord, parce qu'il y avait des négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors même que les Iraniens étaient prêts à faire d'énormes concessions, hein, sur, le nucléaire, justement. Ouais. Est-ce que là, du coup, Poutine va pas se dire: «Bon, bah, ils sont en train de m'enfumer avec les négociations sur l'Ukraine, c'est le moment d'en profiter, tout le monde regarde en Iran, je vais envoyer la sauce et on va aller très vite». Et est-ce que là, il y a pas un risque d'escalade, côté ukrainien, là, pour le coup? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que ce que ça a démontré, et ça c'est Jacques Beau qui l'a expliqué hier, et je suis parfaitement d'accord avec lui là-dessus, c'est que ça a démontré qu'on ne pouvait plus entamer de processus de négociation avec la partie occidentale, quelle qu'elle soit, parce qu'on sait maintenant qu'il y a une weaponization, c'est qu'il y a une militarisation des négociations. C'est-à-dire Ah les ouais. négociations sont maintenant des dispositifs, et ça a été le cas des accords de Minsk d'abord, mais ça s'est déjà produit dans l'histoire. Il y a maintenant systématiquement des négociations qui se font en même temps qu'ils préparent des conflits, des attaques, des bombardements, etc. C'est Ouais. la 4e fois pour l'Iran qu'à chaque fois il se retrouve en situation d'essayer de négocier ou de mettre en place des processus diplomatiques. C'est les États-Unis sous Trump qui sont sortis du traité Mmh. qui avait été signé et que l'Iran avait accepté sur le contrôle des armes nucléaires, etc. C'est pas les Iraniens, ce sont les États-Unis. Donc, Absolument. ils savent, les Iraniens, mais ils ne sont pas les seuls, les Russes, tout le monde, maintenant tout le monde le sait, qu'une négociation avec Trump ou une négociation avec ces gens-là, c'est dorénavant la probabilité, non pas qu'il y ait effectivement un processus de négociation qui aille à son terme, mais je dirais une couverture ou une logique qui fait partie du processus de militarisation. Mmh. Mmh. Donc, plus personne ne peut faire confiance à ces gens-là. Plus personne ne peut faire confiance à ces gens-là. Ça, le Donc, message est clair, ouais. Mmh. ah bah ça, non mais voilà, c'est-à-dire que là ils étaient en phase de négociation. D'ailleurs le négociateur en question a dit mais on était presque en train d'y arriver. Le pauvre gars, il faisait un peu de la peine, mais bon, on était presque en train d'y arriver une fois de plus. On était encore en train d'y arriver, etc. Et là, badaboum. Euh, non, ça démontre que effectivement on ne peut pas avoir confiance, mais ça on le savait déjà à l'égard des États-Unis, dans la mesure où les États-Unis ou le gouvernement américain l'administration américaine est agie de l'extérieur, n'est pas Ouais. autonome, et personne ne comprend aux États-Unis, y compris dans la base MAGA, c'est-à-dire les plus fervents défenseurs de Donald Trump, personne ne comprend Alors l'implication des États-Unis dans cette guerre. ça, justement, on va revenir sur l'impact que ça peut avoir dans la politique intérieure américaine. Alors déjà, merci parce qu'on est plus de 8 800 en direct sur YouTube ce matin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Monde Moderne si c'est pas déjà le cas. Et puis, vous pouvez nous suivre sur, d'autres réseaux. Mais en tout cas, merci beaucoup. On a passé les 300 000 abonnés, ce week-end et on peut aller encore plus loin si vous décidez de mettre un pouce sous cette vidéo pour que d'autres gens la voient. Et puis abonnez-vous. Et je rappelle que notre invité est Laurent Ozon, qui a d'ailleurs sorti un livre, hein, sur les néoconservateurs, qui sont la base, le rouage numéro un de l'Empire américain. Et justement, Donald Trump s'est fait élire en promettant la fin de ces guerres impériales américaines et en disant on va make America great again, c'est-à-dire s'occuper des Américains moyens qui n'ont pas de voix et arrêter d'envoyer les boys se faire tuer. Et là, déjà 3 morts, et je le montrais avant que tu arrives, un discours de Donald Trump qui explique qu'il y en a eu 3, c'est triste, c'est un sacrifice ultime, merci à eux, merci aux familles, et il y en aura sans doute encore d'autres, et that's the way it is. Et c'est comme ça. Et alors là, ça passe très mal chez les MAGA. Pourquoi Donald Trump fait ça à quelques semaines des élections midterm qu'il peut perdre? Alors, d'abord, je ne crois pas du tout à ces 3 soldats morts. Je crois qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fait de formaliser en fait ce qu'il a fait sur les 3 soldats morts, ça permet de faire passer les 3 soldats morts. Tout le monde se focalise sur oui, il y en aura plus, mais Mmh. le message, c'est surtout il y a 3 soldats morts. C'est Mmh. ce que les gens gardent en tête. Or, c'est très probablement faux. Bon, ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est là encore, on est dans la communication indirecte, c'est-à-dire on te fait passer en fait un énoncé préalable, en fait, un sous-énoncé, et on te fait passer, je dirais, en contrebande
une vérité dans un sous-énoncé. C'est une pratique classique. Hein. Ouais. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, Trump s'est fait élire avec des engagements et après avoir dénoncé pendant de nombreuses années les projets de guerre contre l'Iran, C'est ça. l'utilisation des projets de guerre contre l'Iran et le fait que les Américains n'avaient pas à s'impliquer dans des guerres contre l'Iran parce que tout ça était stupide, tout ça ne produisait rien, il n'y avait pas d'armes de destruction massive, etc., etc. La dernière élection, il l'a gagnée avec le soutien d'une base d'indépendants et de républicains qui, globalement, ne voulaient plus voir les Américains s'impliquer dans des guerres à l'étranger pour des intérêts étrangers, on parle des intérêts israéliens, et, puisque maintenant c'est très clair là-bas aussi, et simultanément qu'ils souhaitaient que leur administration s'occupe de leurs problèmes intérieurs. Voilà, quand vous avez 80 millions et quelques personnes qui vivent avec des tickets alimentaires, 1,5 million de personnes qui sont opio-dépendants, 2 millions de personnes qui vivent dans des bagnoles ou dans des caravanes immobilisées, etc. Les Américains en ont un peu ras-le-bol avec des trous dans les routes. Les Américains commencent à en avoir un peu marre. On dépense des milliards et des milliards et des milliards avec une dette qui explose pour aller faire la guerre à l'autre bout du monde pour des intérêts étrangers. Et donc, il s'est fait élire là-dessus. Et donc, évidemment, on voit partout sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, qui est encore la dernière plateforme sur laquelle il y a le contrôle est relatif, on va dire. On voit partout ressortir les tweets de Trump, les déclarations de Trump, les vidéos de Trump et de ses soutiens d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et il y en a des centaines de déclarations. Donc oui, quel va être l'impact ? L'impact, c'est déjà que actuellement, il n'y a que 27% de la population américaine qui soutiennent cette guerre contre l'Iran. Ça, c'est le premier point, et ce n'est pas un détail. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a les midterms qui se profilent, et que la probabilité, c'est qu'il vient de se faire harakiri. La question qui se pose spontanément, c'est « mais pourquoi se fait-il harakiri ?» Et c'est là qu'évidemment les complotismes arrivent en force et essaient de rapprocher ça, par exemple, de l'affaire Epstein. Pour dire, en fait, ils ont des moyens de pression contre lui, et il est obligé d'y aller, il n'a pas le choix, donc il y va. Mais en fait, il n'est pas libre. Donc, il prend des décisions absurdes, mais on ne peut pas expliquer ces décisions absurdes pour les intérêts américains et absurdes pour sa propre réélection. On ne peut pas expliquer cette double absurdité de la guerre contre l'Iran du point de vue américain sans faire intervenir un tiers dans l'analyse de la situation. Et ce tiers, c'est un moyen de pression dont quelqu'un, dont des forces, dont un certain nombre de personnes disposeraient pour le forcer à prendre cette décision doublement absurde. Si encore une fois, on était dans une logique d'où un président des États-Unis prend une décision contraire à l'intérêt national, mais qui est susceptible de lui permettre de gagner des élections, on ne serait pas exagérément surpris. On ne serait pas exagérément surpris. On pourrait dire, tiens, c'est un salopard, il ne défend pas les intérêts de son pays, mais grâce à ça, il va se faire réélire ou il va pouvoir continuer son action. C'est de la tactique politique, ok, ça s'entend. Si on avait affaire à l'inverse, c'est-à-dire un président américain qui, au nom de la défense des intérêts de son pays, était prêt à se faire harakiri électoralement pour défendre les intérêts des États-Unis, on se dirait, belle âme, bel homme, respect, il se sacrifie pour les intérêts de son pays, c'est beau. Mais quand un président américain remet en question les intérêts de son pays et se saborde simultanément électoralement, la seule explication logique, c'est qu'il y a un troisième facteur. Et évidemment, dans les milieux américains, et très très largement, on voit des tweets qui sont relayés par millions, voire par dizaines de millions maintenant, beaucoup de messages qui circulent là-dessus. L'explication la plus simple et la plus complotiste, c'est le facteur Epstein, évidemment. Mais ça peut pas être aussi simple que ça. Ou alors ce serait vraiment quand même une tragédie de se dire qu'on a le président de la première puissance nucléaire du monde qui tient à ça. C'est quand même tragique. Écoute, moi, je ne suis pas à la Maison Blanche, je ne suis pas dans le secret des négociations. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un très mauvais pari en vue des futurs midterms, parce qu'il est en train de se fâcher avec une grosse partie de sa base. Pas la totalité, parce qu'il y a encore des républicains qui soutiennent Donald Trump. Bien sûr. Il est en train de se fâcher avec une partie importante de sa base. Or, on sait, toutes les projections disent que ça va être très serré. Donc, c'est quand même pas le moment d'aller te fâcher avec la moitié de tes électeurs. Bon. Donc, personne ne comprend, sur le plan de la tactique électorale, personne ne comprend cette logique. Ça, on le est deuxième, d'accord. c'est quels sont les intérêts américains
d'aller faire déclencher une guerre contre l'Iran. Pour quels intérêts américains? Quels sont les intérêts américains impliqués là-dedans? Bah, Est-ce que c'est le fait d'affaiblir la Chine, le long terme. l'affaire de la Chine? Ouais. La réponse est non, puisque la stratégie américaine depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est de desserrer l'étau entre la Russie et la Chine pourra continuer à se servir auprès de la Russie, et donc ça ne fera que renforcer la fusion et l'interconnexion et l'interdépendance entre la Chine et la Russie. Ce qui est l'inverse de la politique américaine que défend Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Alors, donc non. Il y a quand même le facteur Lindsey Graham, qui est quand même celui qui vit de la guerre, ce sénateur de Caroline du Sud, qui ne sert à rien à part dire à tous les présidents qu'il faut plus de guerre. Et lui, son modèle, c'est Ronald Reagan. Et il explique que Trump est encore mieux que Ronald Reagan parce que justement, il a chopé Maduro, il s'attaque au cartel. Cuba va tomber là, en ce moment, alors même qu'on s'attaque à l'Iran et qu'on va faire tomber les mollahs. Et pour Lindsey Graham, Donald Trump est un dieu vivant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup d'électeurs américains qui vont se dire, mais pour Make America Great Again, il faut être encore plus fort, encore plus violent et montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Et finalement, c'est pas quelque chose qui va plaire à l'électorat. Oui, non, mais bon, Lindsey Graham, il représente que lui-même, c'est une sorte de crouton corrompu, tout le monde, ce que les médias ressortent périodiquement quand il faut légitimer ou enrôler ce qui reste de la sensibilité et du monde des néoconservateurs aux États-Unis derrière Trump. Bon, donc, on sait à quoi il sert, pas à grand-chose. On va dire que c'est plutôt un indice. On va dire que c'est plutôt un thermomètre qu'autre chose, Lindsey Graham. Il n'a pas de capacité de pouvoir, etc. On le sort un petit peu de la naphtaline de temps en temps pour lui faire dire des conneries devant les plateaux, sur les plateaux ou devant les micros, quand c'est utile. Bon. Le problème, c'est il y a un moment où ça devient contre-productif, mais ça, ils le savent aussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme BHL. Non, mais voilà, quand BHL soutient en fait un truc, les gens se disent là, il va persuader une partie de la population qu'il faut quand même aller dans ce sens-là, etc. Ok, mais en même temps, il y a des gens qui ne réfléchissent même pas à ce qu'il dit et pensent qu'à chaque fois que BHL dit quelque chose, c'est exactement l'inverse qu'il faut penser. Oui, c'est vrai. Je dirais, Lindsey Graham, aux États-Unis, il a un peu ce rôle-là. C'est pareil. Il se prend des tartes à la crème aussi? Je ne sais pas, mais il en mérite très bien, ça c'est sûr. Et en tout cas, il a ce rôle, je dirais, de boussole qui indique le Sud, assez régulièrement aux États-Unis. Et je dirais, à chaque fois qu'ils sortent du placard, ils ont un effet qui se coule, qui est totalement contre-productif. Et ils ont, là encore, c'est pour ça que je suis surpris. Il y a un moment, je me disais, ils sortent Lindsey Graham parce qu'ils ont décidé de ridiculiser ce qui restait des néocons. En fait, non. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, il semblerait qu'il y ait des gens qui croient encore aux capacités d'influence de Lindsey Graham, comme aux capacités d'influence de Bernard-Henri Lévy en France. Ouais, c'est ça. Alors après, ils ont des capacités quand même d'influence, puisqu'ils sont quand même dans les médias de manière récurrente. On leur produit leurs films. Enfin, pour ce qui est de BHL, ils parlent au président. C'est le cas de Lindsey Graham qui se retrouve dans Air Force One assez souvent aussi, quand même. Et puis, alors, l'autre question par rapport à la guerre en Ukraine, c'est la fabrication de drones iraniens, puisque les Iraniens ont publié cette vidéo. En fait, tout ce qui est prêt à déferler dans la région. Est-ce que ça permet aussi d'occuper la production de drones en local plutôt qu'à l'export pour les Russes? Non, parce que les Russes sont autoportés en matière de production de drones depuis maintenant plusieurs années. Il y a eu effectivement un moment, une jonction entre l'Iran et la Russie sur la production des Shahed, qui sont devenus les gérants géranium, donc côté russe, mais qui ont été considérablement personnalisés et adaptés par les Russes pour leurs propres besoins, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, les drones utilisés par la Russie sont produits par la Russie et selon des technologies qui se sont inspirées effectivement des Shahed. Les Shahed présentaient un intérêt en termes de portée, présentaient un intérêt en termes de charge utile et surtout en termes de coût de production, puisqu'ils permettaient de saturer des défenses ennemies avec des moyens qui coûtaient très peu cher. Qui nécessitaient pour les intercepter des moyens qui valaient 50 fois leur prix. Et donc c'était là encore une sorte de guerre d'attrition financière et économique qui a très bien marché. Et il semblerait d'ailleurs que les Iraniens soient à peu près dans la même logique actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à envoyer des bordées de missiles obsolètes et de drones pour saturer les défenses en fait d'Israël et de la flotte américaine, de façon à leur faire épuiser en fait leur capacité de Parce que
justement, là encore, dans les médias, tu vois, on parle de faux chiffres, la façon dont c'est gonflé, mais on a l'impression que, Israël a un dôme de fer quasiment impénétrable. Il y a très peu d'images, alors qu'on voit quand même de nombreux missiles qui commencent à tomber sur Tel Aviv, sur Jérusalem. Oui. C'est pas ce qui est mis en avant, hein, dans cette guerre où on se rend Oui, compte alors que c'est toujours la guerre psychologique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des missiles qui ont touché leur but, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. ouais, La question, c'est, faut pas trop analyser ce qui se passe actuellement sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de désinformation d'un côté comme de l'autre. Hein. Côté iranien, on s'invente aussi des victoires parfois, et côté oui, israélien, oui. on a tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis à chaque fois qu'il y a un truc qui bon. Donc là, on est dans la contre-propagande réciproque de guerre des deux côtés. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, les Iraniens semblent suivre la même logique avec calme et persévérance, si je puis dire, que celle qu'ils ont suivie pendant la précédente guerre des 12 jours, puisque visiblement, ils se sont donné les moyens de continuer, en quelque sorte, à se défendre dans la durée. Et puisque ils ont compris, je pense, que le but des Américains ou des Israéliens n'était pas de les n'est pas une victoire militaire, n'est pas le changement de pouvoir, c'est l'effondrement de l'État iranien. Donc, il se Ouais, c'est doute ça. que derrière, en fait, les bombardements en fait, contre l'Iran, l'objectif réel, c'est très probablement d'arriver à un niveau de démilitarisation de l'État iranien tel que des invasions ou des mouvements provoqués, comme ceux qui ont eu lieu il y a quelques semaines, puissent déclencher en fait un phénomène de guerre civile, comme ça s'est produit en Irak à une époque, avec toutes les explosions qui vont avec. Pour ceux qui ont oublié tous les massacres, tous les bombardements, toutes les destructions, l'apparition de l'État islamique, les massacres de population, les millions de réfugiés, etc. Tout ça, c'était le résultat de quoi? De l'effondrement de l'État irakien. Mmh. Le but recherché en Iran, je pense que les Iraniens le savent, n'est pas le remplacement de l'ayatollah machin par l'ayatollah trucmuche, parce que ça, ils peuvent continuer, les Iraniens peuvent continuer comme ça pendant 10 ans, ils auront toujours quelqu'un pour remplacer le précédent. Oui, c'est ça, Donc, c'est à peu près ça. voilà. Donc, et comme les Américains ne sont pas prêts à envoyer des troupes au sol en Iran, parce que là, ça ne le fera pas, et que ce n'est pas les Israéliens qui vont le faire, euh, la probabilité, c'est que les Iraniens pensent et estiment que le véritable objectif de cette campagne est d'arriver en fait à affaiblir suffisamment l'État iranien pour qu'une guerre civile derrière soit possible. C'est-à-dire pour qu'un Ouais. effondrement de l'État et une guerre civile soit possible à partir d'abord de ses frontières, peut-être à partir des zones kurdes ou des zones azéries ou autres, et qu'en fait s'enclenche un processus de guerre généralisée sur le territoire, de fragmentation du territoire et de guerre civile équivalent à ce qu'ils ont produit en Irak avec les millions de morts qu'on connaît. Et donc Ouais, je c'est pense que ça. ça, c'est l'objectif et que les Iraniens le savent. Et 0 régime et pas d'État, en fait, qui serait capable d'organiser, de répondre. Enfin, ce qu'on veut, c'est un flou, C'est ce et que des font, mafias qui gèrent un territoire. c'est ce que font les Américains Ouais. pour Israël, parce qu'on ne peut pas parler d'une stratégie pour les États-Unis, puisque là, encore une fois, il n'y a aucun intérêt des États-Unis direct dans cette affaire-là. C'est ce que font les États-Unis pour Israël et les Israéliens eux-mêmes depuis maintenant 40 ans au Proche et Moyen-Orient, c'est-à-dire en fait l'émiettement, la destruction des États ou l'émiettement des pays tout autour, de façon à ne pas disposer de puissances rivales Ouais. susceptibles en fait de contrecarrer son expansion qui a été là encore il y a quelques jours clairement défendue, hein, du Nil à l'Euphrate. Donc Ouais. il y a un projet colonial Évident. Ouais. d'expansionnisme israélien qui a besoin que tous les États autour soient totalement fragmentés. D'ailleurs, ça va plus loin et parce que certains disent qu'après l'Iran, la région sera pacifiée. C'est pas le cas. On va écouter un discours de Naftali Bennett, qui a été, un homme d'État israélien, du Likoud et puis ensuite, contre Netanyahou. Mais regardez ce qu'il dit de la Turquie. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Voilà, la Turquie est le nouvel Iran. Alors, ça date d'il y a quelques mois, ce discours, mais ça montre que, finalement, cette stratégie, de déstabilisation n'a aucune fin en réalité. Non, mais en fait, ça fait déjà 30 ans qu'on le dit, quoi. Mmh. C'était déjà le cas pour la politique menée en Irak, c'était le cas
pour la politique qui a été menée en Syrie. Je vous rappelle qu'il a fait un bilan absolument effroyable. Il n'y a qu'à regarder ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est le cas de la politique qui a été menée en Libye, c'est le cas de la politique qui a été menée au Liban. Bref, je ne parle pas de Gaza, évidemment. Donc, non, la question, c'est tellement évident, c'est tellement énorme, c'est tellement gros, c'est tellement l'éléphant au milieu de la pièce, qu'à un moment, je pense que il y a deux catégories de gens, en fait. Il y a les gens qui acceptent de voir le réel tel qu'il est, et objectivement, et de se dire, OK, bon, bah, ils veulent ça, est-ce que c'est notre intérêt à nous, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on va dans ce sens-là, etc. Et là, derrière, il y a des tas de gens possibles, il y a des tas d'attitudes possibles. Il y a des gens qui peuvent dire, OK, on aurait peut-être intérêt à soutenir ça et pas soutenir ça, on aurait peut-être intérêt à être d'accord là-dessus et pas là-dessus, etc. En clair, voilà, bon, et donc il y a tout un éventail de positions qui peuvent se défendre politiquement pour accompagner ou au contraire chercher à contrecarrer cette logique. Moi, je fais partie des gens qui pensent que je dirais la stabilité des États dans le périmètre méditerranéen est un facteur de clé, par exemple, de la maîtrise des flux migratoires, de la stabilité démographique et de la stabilité économique et du bien-être des populations, et que donc tout ce qui va dans l'autre sens est mauvais. Bon, mais je conçois qu'on puisse me dire, bah non, en fait, ça serait quand même vachement utile que le Liban devienne un État en état de guerre civile permanent, que la Libye rétablisse l'esclavage, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que son État s'est effondré, etc. Moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui défendent ce point de vue-là. Mais ce qu'on voit, c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un matraquage général qui va du Rassemblement national jusqu'à la Macronie, même jusqu'au Parti socialiste, et parfois sur un certain nombre de narratifs jusqu'à LFI, de gens qui viennent nous trouver des excuses ou qui viennent alimenter à un moment ou à un autre ce narratif-là. Nous n'avons pas les mêmes intérêts qu'Israël qui cherche à s'étendre dans la région. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les États-Unis qui cherchent à s'étendre au Groenland. Nous avons nos intérêts propres. Et donc, quel est l'intérêt des patriotes, des soi-disant défenseurs de la grandeur de la France ou de la politique, je pense au Rassemblement national, quel est l'intérêt de la France dans le fait de soutenir cette politique-là ? Je veux bien que quelqu'un me l'explique rationnellement. Ils ne le font pas, ils ne le feront pas, et cela ne démontre qu'une chose, non pas le fait qu'ils aient une politique alternative à proposer, c'est qu'on n'a pas affaire à des acteurs politiques autonomes, c'est tout. On a affaire à des pantins politiques. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, son dernier renflouement s'est fait via une institution financière basée aux Émirats arabes unis. Vous savez, le pays des pépettes avec les lèvres siliconées, là. Non, mais voilà. Mais le Rassemblement national était pro-russe quand il se faisait financer par la Tchèque Russian Bank en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, ils font l'apologie des Émirats arabes unis et Jordan Bardella fait des allers-retours avec Mariani pour aller serrer la pince des officiels émiratis. Et ces officiels émiratis hébergent des capacités de défense et des capacités de projection militaire israéliennes et américaines dans la région contre l'Iran. Donc la question que je pose, c'est où est l'intérêt de la France là-dedans ? Je ne suis même pas américain, je pourrais faire comme un citoyen américain de base et dire qu'est-ce que vous allez nous foutre encore dans cette galère ? Quel est l'intérêt des États-Unis là-dedans ? Je me place du strict point de vue français et je leur dis, mais où sont les intérêts français dans le fait de se retrouver, encore une fois, impliqués dans une guerre qui peut faire exploser le cours du brut, déstabiliser encore notre société, notre économie. Quel est notre intérêt là-dedans ? Justement, alors on est 9000 en direct sur YouTube. Merci beaucoup. Pensez à mettre des pouces sous la vidéo et à commenter si vous souhaitez la faire monter. Et puis abonnez-vous aussi si vous découvrez la chaîne du Monde Moderne. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et puis les différents réseaux. Merci beaucoup de nous suivre. Je rappelle notre invité Laurent Ozon qui a écrit un livre sur les néoconservateurs américains. Son dernier livre, il a écrit beaucoup de livres en réalité. Sur les intérêts nationaux, justement, aujourd'hui, on a un discours extrêmement attendu
vue d'Emmanuel Macron, président de la République française, sur la base des sous-marins nucléaires, sur la dissuasion nucléaire française. Et visiblement, le ministère des Armées prépare les esprits sur le fait que c'est une dissuasion qui a une dimension européenne depuis le général de Gaulle, et donc vous inquiétez pas, tout ça va bien se passer. Mais en gros, ce qu'on attend, c'est qu'Emmanuel Macron propose la bombe à nos amis allemands, sous réserve que les Allemands acceptent de nous aider dans une dette partagée entre tous les États européens et le programme du SCAF, l'avion militaire dont personne ne veut, sauf Emmanuel Macron. Pour qui travaille Emmanuel Macron ? Je ne sais pas. Enfin, si j'ai mon idée, mais je vais me permettre de ne pas répondre directement à ta question. Oui, oui. Dans cette affaire-là, on a affaire clairement, depuis le départ, et c'est d'ailleurs ce qui pousse une partie des élites eurocratiques, parce qu'elles n'ont d'européennes que le mot, parce qu'elles ne défendent pas les intérêts européens. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais c'est comme les amis de l'Ukraine qui défendent une politique qui aboutit en fait à la destruction de l'Ukraine. Ce ne sont pas les amis de l'Ukraine. Bon, là, les Européens, en l'occurrence, ne défendent pas les intérêts européens. Donc, je ne sais pas quels sont les intérêts qu'ils défendent. Ce que je sais, c'est qu'ils entretiennent cette guerre nucléaire en Ukraine déjà depuis plusieurs années, parce qu'elle est le meilleur prétexte qu'ils aient trouvé pour obtenir des transferts de souveraineté sur les questions de défense en direction de l'OTAN et de l'Union européenne. Et là encore, on voit que le Rassemblement national suit parfaitement cette logique-là. Il n'y a qu'à regarder les déclarations de Thionnet, par exemple, qui est le bras droit de Bardella sur ces questions-là. Ils sont tout à fait raccord. Donc, officiellement, ils sont pour que tout ça reste français, mais en fait, officieusement, ils ont déjà validé le narratif qui permettra de le faire. C'est toujours la même logique. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on va attendre quand même de voir ce que Emmanuel Macron veut dire, mais on le soupçonne effectivement de chercher à mutualiser d'une façon ou d'une autre soit la décision, soit l'utilisation, soit la gestion de la dissuasion nucléaire. On va voir ce qui va se passer exactement. Je rappelle quand même, pour l'ambiance, je rappelle qu'il y a quelques jours, le SVR, les services de renseignement russes, qui ne communiquent pas exagérément souvent et qui en général sortent des dossiers qui sont assez fouillés, ont balancé une info comme quoi la France serait impliquée dans la fourniture de technologies nucléaires à l'Ukraine en vue de permettre à l'Ukraine de disposer du potentiel d'une bombe sale et de se mettre en situation de négocier de façon plus efficace dans le cadre du processus diplomatique avec la Russie. Donc ça, c'est une accusation très très grave, puisqu'il s'agirait ni plus ni moins, c'est une infraction aux règles, au traité de non-prolifération, etc. Bon. Je rappelle que la non-prolifération, d'ailleurs, n'intéresse que certaines fois, ou parfois ne n'intéresse personne. Par exemple, il y a une puissance qui n'a jamais signé les traités de non-prolifération au Proche et au Moyen-Orient, qui s'appelle Israël, qui dispose de plus de 200 têtes nucléaires, et visiblement, cette prolifération-là n'embête personne, ne gêne personne. Passons. Mais pour en revenir à l'affaire du nucléaire, on a un problème, effectivement, de base, c'est qu'on sait que Macron cherche, en fait, à mutualiser, d'une façon ou d'une autre, la gestion, le territoire ou autre, la défense nucléaire française. On va voir par quelle astuce rhétorique, par quelle magouille, par quel enfumage il va chercher à essayer de se rapprocher de cet objectif. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que ça va aller dans ce sens-là. Bien sûr. Ouais. La question, c'est qui va l'en empêcher ? Qui va l'en empêcher ? On va voir, là encore, sur qui on peut compter. C'est-à-dire, on va voir qui va faire quelque chose qui sert à quelque chose. La probabilité, c'est que personne ne dispose réellement des moyens de le faire. Et la probabilité aussi, c'est que des intérêts non européens n'aient pas du tout intérêt à ce que ça se fasse, à ce que ça se réalise. Donc, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce que va annoncer Emmanuel Macron. Mais une chose est sûre, quelle que soit la façon dont il présentera, et on sait qu'ils sont spécialistes pour essayer de tordre les phrases, leur faire dire l'inverse de ce qu'elle veut dire, et t'expliquer que quand ils attaquent, c'est de la défense, et quand ils se défendent, c'est de l'attaque, l'enfumage permanent de ces gens-là, on le connaît. Là, il y a un terme, c'est l'épaulement, visiblement, un truc qui va venir pour enfumer le public et expliquer qu'en fait, c'est une dilution de la dissuasion nucléaire. Et d'expliquer qu'il en a toujours été, que c'est du gaullisme, et que la France a toujours été comme ça. Moralité, on va changer quelque chose alors qu'il en a toujours été. Enfin, bon, bref, etc. C'est faux. Mais il faut comprendre que, quelles que soient les réactions
par exemple, de la première force d'opposition actuellement, c'est le Rassemblement national, la première force d'opposition parlementaire à Emmanuel Macron et a priori l'alternative à l'exécutif pour les prochaines élections, selon les sondages. Je rappelle que là encore, on a affaire à des gens qui apparemment font mine de défendre, je dirais, la dissuasion nucléaire française dans son acception traditionnelle, mais en même temps font la promo de bouquins de spécialistes, de généraux de l'OTAN, français de l'OTAN, qui défendent exactement le principe rigoureusement inverse. Donc on ne sait pas ce que ferait demain l'opposition dans cette situation-là. On n'est même pas sûr, on n'est même pas certain que si Macron prenait la décision de commencer à mutualiser ou de contribuer à mutualiser la force de dissuasion nucléaire, on n'est même pas certain qu'un pouvoir alternatif demain, en tout cas ceux qui sont annoncés, prendrait la décision inverse et reviendrait sur cette position. Non, c'est vrai qu'on a l'impression d'opposition totalement inexistante, zombie. Enfin, il y a vraiment une sorte d'anesthésie générale de la vie politique française depuis quelques années quand même. Oui, et c'est un travail en fait de tri méthodique qui existe depuis maintenant pas mal d'années, où on a vu en fait pas mal de gens qui avaient des velléités d'activité politique se retrouver finalement obligés de faire autre chose. Et aussi un travail de promotion systématique dans tous les partis politiques, des plus lâches, des plus serviles et des plus incompétents. Et écoute, tu dis ça, tu vois, si on n'avait que ça, bah oui, voilà, regarde le portrait. Là, les plus lâches, les plus serviles, les plus incompétents, je crois qu'on a les Three Stooges. Par la droite ou par la gauche, mais dans un cas comme dans l'autre, ça match. Inversement, parce que c'est pas que la France, en fait. On voit que toutes les démocraties occidentales, et particulièrement en Europe, ont affaire à ce type d'effondrement de la classe politique, où des young leaders issus de la finance, c'est le cas de Macron et de Merz, par exemple, prennent la main et font des politiques antinationales. Ça, c'est systématique. Oui, mais ça serait pas grave si en face, on avait des gens qui prenaient la mesure de cette politique-là et qui reliaient les points. Tu sais, sur les dessins pour les enfants, on relie les points, puis on essaie de dessiner la figure pour voir à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler la figure sur le paquet. Parce que sinon, au départ, tu as des tas de petits points, puis tu t'aperçois qu'une fois que tu as relié les points, tu as un hélicoptère. Un hélicoptère ou tu as une table. Nucléaire. Voilà, tu as une bagnole. Mais tu as un truc, tu vois quelque chose. Mais pour ça, il faut relier les points. Or, quels sont les points communs de tous ces gens-là? Leur point commun, c'est ils critiquent Trump en général, mais ils suivent Trump mécaniquement dès lors que celui-ci intervient aux côtés d'Israël, systématiquement. C'est quand même un paradoxe assez intéressant. Beaucoup de ces gens étaient très critiques à l'égard de la politique menée par Trump. Tant que celui-ci, il y a quelques semaines encore, faisait mine d'essayer de sortir, de se rapprocher de la Russie, de chercher une issue diplomatique au conflit en Ukraine, etc. Ces gens-là disaient pique-pendre, eux et tout leur système médiatique, disaient pique-pendre de Trump. Du jour au lendemain, ils sont tous alignés, prêts à aller faire la guerre contre l'Iran. Pour qui? Quels intérêts? Les intérêts israéliens, évidemment, en premier, et à la marge américains. Mais d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les trois ont condamné les frappes iraniennes. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu te prends des bombes sur la gueule, et après, tu es en fait condamné si tu réponds, en fait, si tu te défends. C'est ça. Mais c'est la même logique en Palestine depuis 40 ans, voire même depuis 50 ans. C'est la même chose. Et donc, d'ailleurs, cette inversion accusatoire permanente, on peut la voir comme quelque chose d'indigne. Tu comprends bien ma réaction, que des fois, ça me fait bouillir. Mais c'est normal. Voilà, non, mais parce que c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Mais je crois que je voudrais attirer l'attention des gens qui nous écoutent là-dessus. C'est plus que de l'indignation. L'indignation ne suffit pas. Non. Le sens de la justice ne suffit pas. Il faut comprendre que vivre dans un monde où on inverse systématiquement la causalité, systématiquement, où on déforme systématiquement les faits et où on défend systématiquement l'injustice, c'est s'habituer à vivre, je ne veux pas être grandiloquent, mais à vivre dans un univers quasiment psychiatrique sur le plan intellectuel. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas accepter ça. Il faut accepter de penser sainement.
Il faut Ouais. accepter de penser que quand quelqu'un attaque, c'est lui qui attaque et c'est pas les autres qui attaquent. Il faut accepter de remettre les choses à l'endroit et d'évaluer les choses, certes en rentrant dans les détails, parce que la politique, c'est pas la morale, mais de se dire que quand une politique va systématiquement contre la justice, contre la morale, contre le droit, on peut Elle va nulle part. la contester sans être un métapoliticien, sans être un tacticien militaire, etc., sur la base du simple bon sens et de la simple raison, en fait. Mais tout part, déjà de la question du génocide, à Gaza, hein, le «no» qu'on n'a pas le droit de nommer alors que c'est le terme génocide est discuté dans les instances internationales, et après on voit bien que tout est inversé et qu'il ne faut pas nommer les choses, surtout pas nommer les choses. Et on arrive effectivement dans un monde où tu dis qui est une sorte d'asile à ciel ouvert. Est-ce que ce monde-là a un futur ou est-ce que ça risque de s'effondrer assez rapidement compte tenu de ce qu'on a en face, les BRICS, et des pays qui regardent ça en se disant: «Mais l'Occident file vraiment un mauvais coton». C'est Elias Canetti qui disait qu'il y a quelques années, en substance, qu'il il ne savait pas à partir de quel moment il avait l'impression que le monde dans lequel il vivait avait quitté la réalité. Mmh. Il disait quelque chose comme ça. J'ai plus la citation exacte en termes, mais c'était en substance tout à fait ça. Et effectivement, pour certains néo-réactionnaires, nous serions dans une cathédrale. Je crois que c'est un concept qu'ils ont utilisé. Ouais. Moi, je pense que nous vivons dans une serre. C'est-à-dire, nous vivons dans un endroit où, en fait, les lois du monde, le réel, en fait, ne fonctionne plus. Mmh. Où, en fait, les gens vivent dans des bulles, qui sont des bulles informationnelles, technologiques, financières. Je vais donner un exemple type. Financièrement, nous vivons dans une bulle de dette. Oui. Si on devait adopter la politique de nos moyens et pas la politique de nos idées, nos envies ou mon cul sur la commode, si on devait adopter la politique que l'on peut avoir avec les moyens dont on dispose, ce que fait n'importe quel État à peu près cohérent, eh bien, il y a tout un tas de décisions que nous n'aurions pas prises ces dernières années, ces dernières décennies. Eh bien, je pense que c'est un indice, mais ce n'est pas le seul. Regarde la dette des États-Unis, je crois qu'on va atteindre les 40 000 milliards Ça ne compte pas, de ouais. dette. Ce monde-là vit dans une serre qui est une serre qui a un effet destructif sur le reste du monde et qui est en même temps une bulle, une sorte de bulle de réalité parallèle. Combien de temps elle va durer? Je fais le pari que, en tout cas, plus on se rapprochera, parce qu'il y a toujours des trous dans les serres et que voilà, ça s'entretient une serre. Il faut maintenir une température spécifique, mais des conditions spécifiques à l'intérieur de la serre pour que on ait encore intérêt à y rester. C'est pas cassé la gueule à cause des grandes invasions, il s'est cassé la gueule à partir du moment où la pression fiscale, militaire à l'intérieur de l'Empire était telle. Ah, on a... Ouais. Voilà, c'est revenu, c'est bon. D'accord. Tu m'entends toujours? Ouais, impeccable, vas-y. On sait que l'Empire romain s'est cassé la gueule à partir du moment où toutes les parties qui avaient été conquises et dont l'assimilation à l'Empire était maintenue en quelque sorte par un flux de nouvelles conquêtes permanentes, c'est-à-dire d'apport de trésorerie, de moyens liés à de nouvelles conquêtes. Quand l'Empire romain a arrêté de conquérir de nouveaux espaces et donc de pouvoir financer l'entretien de son empire, il s'est retrouvé dans une situation où toutes les parties qu'il avait colonisées, qu'il avait assimilées partiellement, devaient être maintenues dans l'Empire, mais où ces parties-là devaient financer leur propre maintien dans l'Empire. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus compter sur des flux de conquête extérieure, d'expansion de l'Empire pour pouvoir continuer à se financer. Tu sais, c'est une sorte de pyramide de Ponzi, où chaque conquête sert à financer le maintien des conquêtes précédentes. Et donc, quand ça s'est commencé à se déliter, eh bien, il a fallu augmenter les moyens de contrôle de l'État. Je crois qu'on a une augmentation phénoménale des capacités militaires de l'Empire romain par temps de paix à partir du IIe siècle. Pourquoi? Pas pour aller faire la guerre, mais pour être capable de maintenir le contrôle des parties à l'intérieur. La pression fiscale est montée en flèche, etc., etc. Donc, cette serre dont tu parles, dans laquelle nous sommes, qui est une sorte de bulle de réalité parallèle, avec des gens de plus en plus dingues, un peu comme au temps de l'Empire romain, avec des gens de plus en plus fous, des Caligula, on fait souvent le rapprochement entre Macron et Caligula, eh bien, je crois qu'elle se délitera précisément parce qu'elle ne peut tenir qu'à partir du moment où on peut produire assez de richesse et d'énergie pour être capable de la faire tenir. Et je crois que là,
je crois que c'est là où on arrive un petit peu aux limites. Donc on arrive vraiment en fin de cycle, hein, en réalité, puisque, c'est là qu'entre, Palantir, mais aussi, tous les champions de l'IA aux États-Unis et on voit qu'il y a eu un appel d'offres ces jours-ci, du Pentagone pour avoir des armes totalement autonomes, gérées par intelligence artificielle, mais aussi pour avoir un outil de surveillance de masse domestique, par IA et Palantir, justement disait: «De toute façon, les États-Unis, devront, f f se battre sur 3 fronts, Russie, Chine et Iran». Ces lois de contrôle, ce technocontrôle qui arrive, il est là parce que justement, on sent les prémices de cet effondrement impérial? Ben, il est là parce que euh, les élites occidentales, l'oligarchie occidentale, a fait le constat qu'elle aurait du mal à se farcir la Chine, en particulier depuis que la Chine et la Russie se sont rapprochées, et qu'elle aurait encore plus de mal à le faire à partir du moment où 50% de leur propre population avait envie de les pendre à des lampadaires. Ouais. Voilà. Et donc, quand tu te retrouves avec une partie de ta population qui a envie de t'accrocher à des lampadaires, et avec des puissances extérieures qui se sont auto-renforcées, comme la Russie, la Chine et d'autres, eh bien, tu te retrouves dans une situation où il faut que tu gères en fait plusieurs fronts. Et l'intelligence, on va dire, des NatCon, qui sont, on va dire, les gens qui entouraient Donald Trump, qui l'entourent encore un petit peu initialement, avant cette affaire iranienne complètement absurde, c'était d'avoir compris qu'on ne pouvait pas courir les 3 lièvres en même temps. Ouais. Et que donc, on ne pouvait pas continuer à se mettre à dos sa propre population, tout en espérant faire la guerre à la Chine, tout en continuant à taper sur la Russie. Et qu'à un moment, il allait falloir trancher et prendre des décisions pour essayer de fermer un certain nombre de fronts. Et le premier front à fermer, c'est le front intérieur, si je puis dire. Et le front intérieur, tu le fermes comment? Eh bien, globalement, en t'assurant un pouvoir qui capable de prendre des mesures sécuritaires fortes, mais qui ne va pas remettre en question fondamentalement les alliances essentielles. Typiquement, un pouvoir d'extrême droite, par exemple, avec, on va dire, anti-immigration cosmétiquement, mais pro-OTAN, pro-tout ce que tu veux, Mmh. et capable de prendre des mesures sécuritaires fortes. Bon, voilà. Et simultanément, parce que bon, on parle beaucoup des programmes d'immigration de Donald Trump, pour l'instant, c'est un fiasco. Hein. Ah oui. C'est un fiasco sécuritaire, c'est un fiasco en termes d'ambiance, c'est un fiasco en termes de résultats, c'est un fiasco humanitaire, c'est un fiasco total. Bon, passons, c'est un autre sujet. Donc, je pense que l'objectif avec Palantir, c'est de disposer, et avec la monnaie numérique, c'est la fusion des deux, le rapprochement des deux logiques, c'est à terme, et bien sûr de l'identité numérique, de la monnaie numérique et de Palantir, c'est de disposer de moyens de contrôle ou de verrouillage intérieur qui permettent, avec ça, plus avec un gouvernement très sécuritaire et un peu robuste, de disposer d'une capacité de maîtrise de ta propre population durable. Parce que, encore une Je fois, rappelle tu ne peux c'est pas ça. faire la guerre à l'intérieur et à l'extérieur et partout en C'est même temps. ça et Voilà. pourtant on l'a vu, hein, les conditions, les ciments d'une potentielle, guerre civile sont un peu là. Je rappelle Palantir, hein, c'est une société qui a été créée après le 11 septembre, hein, pour soi-disant lutter, contre le terrorisme et avoir une analyse big data de toutes les conversations dans le monde entier, qui a été fondée et financée par In-Q-Tel, donc via la CIA. C'était, Alex Karp est l'actuel PDG, mais c'est Peter Thiel, hein, qui est un de ses fondateurs et Palantir est en train de prendre une place, prépondérante, hein, dans la commande et on voit bien qu'il y a, une association entre hardware et software, c'est-à-dire le Lockheed Martin, Boeing et cetera, ceux qui font les gros avions, les bombes et cetera et ceux qui font le logiciel pour aller encore plus loin et à l'intérieur et à l'extérieur et c'est pour ça, je pense qu'il y a cette vision de se dire: «Bah, maintenant on a les moyens d'avoir plusieurs fronts parce qu'on est encore plus efficace en termes de renseignement». Oui, je pense que c'est un peu le calcul de ça. Alors, il y a le Palantir à usage intérieur Mmh. et il y a le Palantir à usage militaire. On sait que Palantir est entraîné, entre guillemets, en Ukraine déjà depuis plusieurs années, C'est et que ça. donc, il est très probable, effectivement, qu'il y ait une dimension militaire, c'est même certain, qu'il y ait une dimension militaire chez Palantir. On se souviendra que Karp, Alexander Karp, est un type qui a un cursus tout à fait intéressant. J'invite les gens à faire des recherches sur le bonhomme. Voilà. Non, et voilà, il faut savoir d'où il vient, ce qu'il a défendu, comment il a été formé, sa thèse sur Foucault est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à comprendre quand des gens. Ouais. Là, c'est toujours pareil, je reviens toujours là-dessus. C'est intéressant d'analyser les idées des gens, mais c'est aussi intéressant de regarder qui ils sont.
qui prend les décisions, qui parle. Essayer d'arriver à comprendre aussi que les décisions des personnes ne sont pas toujours le résultat de processus intellectuels, mais de sociologie aussi, de sociologie en mouvement. Et Alexander Karp, c'est la London School of Economics, c'est une thèse sur l'utilisation de la violence, et c'est vraiment des personnages tout à fait intéressants. Donc, on a effectivement aujourd'hui un outil qui commence à incarner précisément presque le concept de guerre de 5e génération, en réponse à la guerre de 4e génération. La guerre de 4e génération, c'est une guerre qui vise en fait, qui n'est plus une guerre de ligne, une guerre de front, mais qui vise en fait à couper les liens et la légitimité entre un État et sa propre population. Par tous les moyens, c'est trafic de drogue, guerre de etc. Ça, ce sont les 4e génération, et les Occidentaux sont devenus les spécialistes des guerres de 4e génération dans la deuxième partie du XXe siècle. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est ce qui fait d'ailleurs que les États-Unis ont gagné la guerre de 4e génération en Ukraine, ont réussi à faire basculer le pouvoir ukrainien de leur côté, mais par contre sont en train de perdre, ou en tout cas n'arrivent pas à gagner la guerre de 2e génération, que la Russie, qui est une guerre de matériel, que la Russie a installée à la suite de son intervention en Ukraine. Et donc, là, on parle de la guerre de 5e génération, c'est-à-dire qu'on parle de la réponse à la déstabilisation et à la subversion par le contrôle total. Le contrôle via l'identité numérique, via la monnaie numérique et via la traçabilité totale de tes interactions numériques. C'est ça. Voilà. Et des logiciels et des intelligences artificielles qui te permettent non seulement d'identifier des zones de risque, des potentiels de risque, mais d'anticiper, et là ça te rappellera un vieux film de science-fiction avec Tom Cruise, qui te permet, c'est cette histoire de pre-crime, pre-crime. Minority Report, oui, absolument. Voilà, Minority Report, où tu peux anticiper en fait des potentiels de risque et des potentiels d'atteinte à la sûreté de l'État à partir d'algorithmes. Et donc, on peut regarder ça en se disant ouais, c'est marrant, c'est de la science-fiction, etc. Non, moi j'ai travaillé là-dedans pendant quand même pas loin de 15 ans, donc je connais plutôt pas mal ce secteur-là. C'est pas de la science-fiction, c'est très sérieux. Et c'est la réponse de l'oligarchie occidentale je dirais, à ces 3 fronts dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la nécessité pour eux de maîtriser, de blinder en quelque sorte et de contrôler leur population à l'intérieur pour que les 50% qui veulent les accrocher au lampadaire ne soient plus demain que 30%, puis 10%, et que les 10% en question soient en résidence surveillée, avec des capacités de déplacement limitées et un portefeuille d'euros et une rémunération qu'ils ne peuvent dépenser que dans un périmètre de 5 km autour de chez eux. Ouais. Et des moyens de communication aussi limités, d'où la censure des réseaux sociaux et des plateformes, pour dire il ne faut surtout pas que montent des médias alternatifs, des voix alternatives, parce que le danger est là, justement. Oui, parce que tu es un virus. Oui, moi je suis. Ouais, on est. Tu es un virus, je suis un virus. Nous sommes pour ces gens-là, nous sommes des virus. Et donc il faut empêcher la propagation du virus. C'est Ursula von der Leyen qui le disait. Oui. Voilà, il faut faire une sorte de vaccin de l'information contre les virus comme nous, qui sommes des agents d'information essentiels, puisque sans les médias indépendants et alternatifs, vous n'auriez pas une information, mais une mauvaise information et une propagande permanente qui ne permet pas d'avoir une compréhension du réel et des enjeux en place. Donc ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il n'y a pas ce sera la dernière question, un délire d'hubris là, de cet Occident justement qui sent qu'il doit aller très vite pour s'imposer en tant que leader incontesté de l'IA, mais aussi de la puissance de feu, et que ça peut très vite se retourner contre cet Occident fantasmé? Alors, c'est l'effet serre dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le délire d'hubris, il naît avant tout du fait de ne pas avoir de retour du réel face à ce que tu fais. Si tu dépenses des milliards pour une politique absurde et que tu peux encore en emprunter d'autres milliards pour acheter des élections, pour neutraliser ou faire n'importe. En fait, l'hubris vient du non-retour, enfin de l'absence de boucle de rétroaction. Tu sais, c'est quand je fais quelque chose, par exemple, j'insulte quelqu'un. Si je le fais sur les réseaux sociaux sous pseudonyme, il y a de fortes chances que je n'ai pas de retour, il n'y a pas de boucle de rétroaction. Bon. Par contre, si je le fais dans la rue et que je le fais avec une personne dans la rue, de rétroaction. Tu peux prendre sa main dans la gueule et ça peut mal se passer. Bien, cette image pour te dire que l'ensemble de cette société, et c'est assez frappant dans des tas de domaines, dans le domaine de l'énergie, dans des tas de domaines, cette société fonctionne avec des gens qui vivent dans des boucles en absence de boucles de rétroaction, qui se disent toujours
qu'ils peuvent conjurer le réel à une date ultérieure pour continuer globalement à s'enferrer dans des décisions absurdes. Il ne faut pas croire qu'on a affaire à des gens super intelligents ou super idiots. On a simplement affaire à des gens qui vivent dans une réalité parallèle, dans une serre. Donc c'est pas un truc de science-fiction ou de je ne sais quoi. C'est une serre. C'est une serre au sens propre, c'est-à-dire un monde dans lequel leur propre loi fonctionne tant qu'elle est étanche. Voilà. Et donc, ça durera le temps que ça durera. Une chose est certaine, c'est que les 3 fronts dont je t'ai parlé tout à l'heure sont une réalité pour eux. Et donc, ça va devenir très compliqué. Et je dirais que notre boulot à nous, au-delà, je dirais, de nos responsabilités individuelles et nos responsabilités familiales, bref, de nos responsabilités, notre responsabilité civique, parce que j'aime pas le terme de citoyen, ça me fatigue cette utilisation du terme citoyen comme ça en permanence, mais notre responsabilité civique, c'est de maintenir nos libertés, parce que maintenir nos libertés, c'est maintenir notre potentiel d'innovation et d'adaptation, c'est maintenir la vie d'une certaine façon. Donc maintenir la liberté, maintenir nos libertés, c'est maintenir aussi nos libertés de parler, notre liberté d'analyse, et c'est de contribuer en permanence à faire vivre effectivement un regard différent de celui que nous imposent des gens qu'on a eu systématiquement contre nous à toutes les crises de ces dernières années, toutes, parce que tu les passes en revue, que ce soit l'Ukraine, le Covid, l'Iran aujourd'hui, Gaza, machin, systématiquement, tu as le noyau mou, en quelque sorte, des gens qui valident le narratif sans s'impliquer, on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir, et puis tu as le noyau dur, des gens qui, eux, véhiculent le narratif, les décisions, les financements, etc. Et ces gens-là, on les a contre nous à chaque fois depuis le départ. C'est les mêmes. Quand je dis contre nous, ça fait aussi ressortir un dernier truc, et j'en terminerai par là. Quand je dis contre nous, c'est que ces conflits, ces zones de tension, ces périodes, ces moments-là, font ressortir aussi de nouvelles fractures, de nouveaux contours, de nouveaux périmètres, en quelque sorte, d'alliance, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, de connivence, au bon sens du terme, de coopération, au bon sens du terme. On s'est tous dit à la fin du Covid, tiens, c'est marrant, celui-là, je le prenais pour un sale con parce qu'on me disait qu'il était d'extrême gauche ou d'extrême droite ou de ceci, ou que c'était un vilain islamiste ou je ne sais quelle connerie encore. Et puis là, finalement, je me suis dit, merde, finalement, il n'était pas si idiot que ça et il s'est bien comporté à ce moment-là. Et là, tu commences à regarder les gens différemment. Et tu te dis, tiens, c'est marrant, on n'est pas censé appartenir au même bord et pourtant on se comprend bien là-dessus. Et puis tu voyais les mecs dont tu te disais, mais en fait, ils font partie de mon bloc ou de mon entité d'appartenance. Et là, pareil, tu te mettais à regarder et tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai de commun avec ce connard? Et voilà. Et donc, toutes ces crises-là, les unes derrière les autres, elles ne sont pas neutres. Elles nous servent aussi, et elles servent aussi à redéfinir les contours d'une communauté de vie, d'une communauté, en tout cas d'un périmètre de coopération. N'allons pas au-delà pour l'instant, mais au moins d'un périmètre de coopération. Et je dirais surtout d'intelligence. On parle du pari de l'intelligence collective avec Fred Basquenel qu'on salue, et puis le fait de pouvoir parler, comme tu le dis, à des gens de tous bords, parce qu'on sait qu'on doit avoir une question d'intelligence et donc de vision aussi stratégique que les autres non plus. C'est extrêmement important. En tout cas, merci beaucoup Laurent d'être toujours présent pour Le Monde Moderne et d'avoir répondu à nos questions ce matin. Est-ce que tu peux rappeler le titre de ton livre et où on peut le trouver? Le dernier, puisqu'il est passionnant. Et je voulais Alors, il faut éviter de l'acheter sur Amazon. Hein. On l'a mis sur Amazon parce qu'on n'a pas trop le choix, mais on essaie de ne pas le vendre sur Amazon. Donc, regardez, vous avez des libraires, une liste de libraires indépendants, vous avez le site de l'éditeur pour l'acheter, etc. Ça s'appelle Les néoconservateurs, une élite impériale. Voilà. Donc, c'est facile, une recherche n'importe laquelle permet de le trouver, mais s'il vous plaît, évitez Amazon. D'abord parce qu'il ne faut pas faire travailler ces gens-là, et ensuite parce qu'on l'a fait référencer, on s'est cassé le trognon pour le faire référencer chez tous les libraires indépendants en France. Voilà. Et donc, il est facile à trouver chez un libraire. Chez Géopolitique Profonde. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, pour le livre, je vous invite à voir l'interview lors du Modern Talk qu'on a fait il y a de ça quelques semaines pour en parler plus en détail. Merci à toi et je te dis à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Et merci à vous, puisque ce matin, on était plus de 9000 en direct, donc c'est vraiment énorme.